ça coûte cher. Voilà. Donc, oui, la mort, elle est présente. Mais quand j'étais aux affaires, c'était pas la mort, c'était l'angoisse du mauvais résultat, quoi. Parce que moi, il faut savoir que dans ma carrière qui a duré donc de 85 à 2001, c'est-à-dire 16 ans, je n'ai jamais eu que des contrats de 2 ans. C'est-à-dire tous les 2 ans, la fédération T'étais avait la renouvelé. possibilité de me dire ah, merci M. Costantini, mais vous avez fait votre travail correctement, mais ça suffit, on veut mettre tel jeune à votre place. En sachant que tu avais toujours un objectif qui était de, enfin à l'époque tu nous disais, de se requalifier pour la prochaine Oui, compétition, oui. parce que plus on participera aux compétitions de haut niveau, plus on progressera. Ouais. Et est-ce que cet objectif, il était par exemple en rapport avec le fait que tu re-signes? C'est-à-dire, est-ce qu'avec la Ah Fédé, oui, c'était c'était fixé? complètement indexé, oui. Et Parce c'était que, eux qui le fixaient ou c'était toi? Parce que tu avais quand même, alors, au c'est bout vrai d'un que j'avais plutôt moment... tendance à fixer les objectifs moi-même. Ouais. Donc jamais des objectifs de mégalo, quoi. Tu Mmh. vois. Même quand on a été champion du monde en 95, je me souviens très bien, le ministère en 96, les Jeux olympiques d'Atlanta nous dit vous espérez faire quoi? Moi j'ai dit objectif demi-finale. Alors, on a fait dire les demi-finales, c'est pas un peu petit. On vient d'arriver dans les meilleurs, mais c'est pas sûr qu'on y reste, quoi. Donc moi j'avais un peu ce chic, cette compétence un peu tactique pour ne jamais fixer des objectifs qui pourraient scier la branche sur laquelle j'étais assis s'ils n'étaient pas atteints, quoi. Donc voilà, je m'en suis toujours un peu sorti comme ça. En plus, c'est assez amusant là-dessus, parce que toi, tu étais donc l'entraîneur, le responsable de ce groupe, et autant toi, tu avais cette et retenu, et puis, on va dire, tu pensais aussi au pire, à ce qui pouvait arriver de pire, et donc pas descendre trop bas, Ouais, alors que tu as eu des joueurs à partir d'un moment qui, eux, pensaient qu'ils étaient capables ouais, d'être champions du monde. Bon, ils l'ont fait finalement, mais de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru. Donc c'est vraiment ce rapport qui était certainement intéressant entre vous. ouais. Tes démons, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin, t'es tellement, Bon, comment dire, tranquille. quand on a entraîné des barjots, on ne peut pas dire que soi-même on a des démons, quoi. Parce que il y avait de tels maîtres en la matière que tu fréquentais presque tous les jours pour te dire, mais moi de toute façon je suis mais bien, je suis raisonnable, voilà. C'est une très bonne Je réponse. trompe ma femme, mais pas plus que les autres, voilà. Donc voilà, donc non, j'ai pas de démon particulier. Le jeu, tout ça. Non, le jeu, non, le jeu. T'étais joueur, tu jouais un peu aux cartes et aux échecs aussi? Non, aux échecs, non. Non, pas les échecs? Si, très très jeune, mais Ouais, ça m'a gonflé assez vite. ouais. Aux cartes, oui, parce qu'au SMUC, les déplacements qui duraient à l'époque Ouais, c'était 10 heures pour monter à Paris, 10 tarot, heures pour belote et redescendre. Donc on jouait compagnie. beaucoup aux cartes, c'est vrai. Mm. Mais par contre, en fait, je n'ai joué aux cartes que quand je n'ai pas eu de responsabilité familiale. Dès que j'ai eu des responsabilités familiales, j'ai compris qu'il fallait faire attention. Ouais. Voilà. J'ai fréquenté aussi les casinos de la Côte d'Azur, Mm. et pareil. Au bout d'un Mais moment, c'est pas quelque chose qui, Non. t'as pas on dit c'était un pas un vice, mais bon. vice, voilà, je n'aurais pas pu. Ça a toujours été très contrôlé, ça. Ta plus grosse déception, et bien sûr ta plus grande surprise ou joie de l'autre côté. Bon, des déceptions, je n'en ai pas eu beaucoup, donc bon, ça va être facile normalement de faire le tri. Moi, je dirais que c'est Atlanta, ma plus grosse déception. Ouais, vraiment. Parce qu'on est parti là-bas, on est monté dans l'avion, on était champion du monde. Alors ça se voyait qu'on était champion du monde. Parce que quand on a pris le bus pour aller à Barcelone, personne ne nous connaissait quand on est arrivé à Barcelone en 92. 4 ans après, quand on est monté dans l'avion à Roissy, c'était, excusez-nous, c'est nous les handballeurs, hein. Ouais. Ouais, ça s'est vu sur le résultat Et d'ailleurs. on avait une bonne équipe, je pense très complète. Le problème, c'est qu'on n'a pas tenu la distance, surtout par rapport à, je dirais, ce qui était très important, la récupération, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont, quand ils sont arrivés au village, ils ont pris tout et son contraire. Ouais. Donc, on a tenu la première semaine. En plus, on avait un stocklet un peu stratosphérique qui nous réglait pas mal de problèmes. Jackson était au sommet de son art, etc. Mais en deuxième semaine, on commençait à être fatigué, quoi. Et puis Je ne sais pas de nom, mais bon, il y a quelques joueurs majeurs qui parfois n'étaient même plus capables de s'entraîner le lendemain d'une sortie, quoi. En plein Jeux Olympiques, hein. oui, ça c'est forcément. Mais alors, est-ce que justement, à ces Jeux Olympiques, l'objectif des joueurs et ton objectif était peut-être pas le même? Toi, tu voulais au minimum faire une médaille pour valider,
Et eux voulaient être champions olympiques ou rien du tout. Pour rien. C'est peut-être pour ça que le fameux match de la troisième, quatrième place, Ouais, ça a été qui est ça une qu'a purge, je pensais à ça quand je Oui, oui. demandais le plus Non, non, mauvais mais moment. là, je suis complètement d'accord. Avec J'imagine ton qu'en avis. tant qu'entraîneur, sur le banc de touche à ce moment-là, tout Costantini que tu es, tu dois te Oui, dire, je préférerais passer sous le parquet et puis tout à fait, exactement. Sauf qu'il y avait quand même, dans cette équipe-là, et ça on me l'a beaucoup reproché, pas mal de nouveaux joueurs, les Prandi, les Cordinier, les Amalou, ouais, bon, qui eux auraient pu représenter une ambition, parce que eux, des médailles, ils n'en avaient pas, quoi. ouais. Et le problème, c'est que la personnalité des grands anciens ont fait que dire, on va pas se dépouiller pour une médaille de bronze, on en a déjà une à la maison. Ouais. La génération d'après a prouvé que les médailles, on peut les collectionner Ah, puis jusqu'à plus soif, hein, oui, 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 quelle que soit la jamais couleur. rassasié, quoi. Tes amis, tes ennemis, tu peux les Voilà. nommer même si tu veux. J'ai écrit un bouquin, avec un grand journaliste de l'équipe magazine qui s'appelait Ned Chalal, qui est à la Oui, retraite maintenant. Et en prologue à ce livre, j'avais mis un poème d'un poète du 19e siècle, du Kyrgyzstan, un peu comme Douchebaïev, quoi. Douchebaev, ouais, exactement. Lui, c'était le Douchebaïev de la poésie. De la Et poésie. dans ce poème qui fait une douzaine de vers, il y avait une phrase qui disait « Ne m'en veuillez pas, j'ai eu des milliers d'adversaires ». Et ça m'a plu, je pensais que ça me correspondait assez bien. Mais des adversaires, même quand j'en avais pas, je m'en inventais, moi. C'est ça qui fait Ça c'est quelque chose que j'aimerais creuser avec toi. caractéristique de ma vie. C'est-à-dire, c'est vrai que signe astrologique Scorpion, donc il paraît que c'est un signe un peu suicidaire, un peu... Oui. Bon, on dit ça, hein, bon, il y a eu quelques scorpions célèbres qui ne sont pas toujours manifestés par une grande empathie vis-à-vis du genre humain et tout ça. Donc, oui, des adversaires, il m'en fallait, quoi. Absolument. Est-ce que c'est pas aussi le côté méditerranéen ou latin? Ouais, peut-être. Parce que moi j'ai un peu sur la carrière analysé entre les Nordiques, les Allemands, les pays de l'Est, les motivations, comme on dit, intrinsèques de chacun. Ouais. Nous, on n'était jamais meilleurs que quand on avait un adversaire qu'on haïssait, qu'on détestait. On était Et incapable dont on de. disait qu'ils nous haïssaient eux-mêmes. C'est Ouais. ça, et Il voilà. fallait qu'il y ait deux côtés, quoi. Alors que quand on avait un adversaire sympathique et qui n'était pas très fort au handball, on était capable Ah de ben, on perdre. était capable de perdre. On l'a fait ensemble en Belgique. Hein. Quand je vois des amis belges, je leur raconte toujours l'histoire. Et Ah oui, ils oui, sont, oui. du coup, ils sont rayonnants. Ils Quoi. sont- Ouais. Si tu devais retenir quelque chose, donc un moment ou des moments, une personne, une sensation ou une philosophie de tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris et retenu de cette vie? Alors, ce que j'ai appris, c'est que bon, il fallait capitaliser sur ces expériences, hein, et déboucher sur une véritable confiance en soi. Moi, quand je vois des jeunes qui sont en train de douter d'eux-mêmes, je leur dis, je ne sais pas ce qui vous prépare le mieux à la vie que vous allez devoir affronter, quoi. Donc ça a été un aspect important de ma vie. C'est pour ça que j'ai toujours eu des remises en cause, même dans des domaines un petit peu dérisoires, hein. Moi, je me souviens un truc que j'ai là en 85, non 84, les gens d'Istres, qui sont mes amis depuis toujours, me proposent de monter le premier camp d'été de handball. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a des camps d'été de handball. Je Ah suppose oui, qu'il y en a oui, un, toi oui. aussi, non? Non, 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 mais non. beaucoup de Mais j'ai participé tes anciens au camp collègues, de. alors, Voilà. et même ceux dont- ah bon? Bref. Et moi, j'ai monté le premier à Istres, et pendant une semaine la première année, et pendant 2 fois une semaine les années suivantes, où j'avais d'énormes responsabilités parce qu'il fallait trouver des clients, donc des jeunes qui, moyennant finance, venaient passer une semaine avec toi. Il fallait trouver, entre guillemets, des moniteurs, et c'est là que j'ai embauché des cicudes, des sabatiers, bref, etc., qui venaient me donner un coup de main. Tu entraînais toi aussi à ce moment-là ou tu faisais. Non, je faisais quelques séances, mais je déléguais plutôt, quoi, voilà. Et c'était pour moi, au départ, c'était un challenge. Et la première fois que je me suis approché du CEC des Euroclairs à Istres, où ça se passait, le jour où on allait accueillir des familles, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu allais te mettre dans cette merde? Tu n'étais pas tranquille, en été, là, au cercle des nageurs, bon, bref. Et puis, ça a été difficile, parce que ça a été compliqué, et puis ça s'est bien passé. Et à la fin de la semaine, j'étais content parce que j'avais franchi une étape, quoi. J'étais capable aussi
de vendre mon sport Ouais, ouais. à des gens qui apportaient un peu d'argent, donc c'était pas rien, quoi. Quand tu es prof de gym, tu n'es pas préparé à ça, quoi. Oui, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même que les colonies de vacances Oui, classiques l'été. voilà, exactement. Surtout pas à thème sportif, il y avait du sport dedans. Là, faire du handball. Je sais que juste après toi, il y a Jacques Grandjean, Jacques Brun qui ont Oui, commencé à faire la même voilà, chose. exactement. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, tous les étés, toutes les vacances, il y a des stages, soit de joueurs, soit de Oui, clubs, oui, et tout à on fait. trouve ça naturel. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que je me rappelais que tu avais été dans les premiers Ouais, à j'avais faire, mais été les premiers à faire ça. ça devait être une aventure, effectivement. Ah oui, Le oui. premier jour, tu devais te dire pourquoi j'ai fait ça. Angoissé le premier jour et exalté le T'es- dernier jour. On n'avait perdu personne, tu vois. Ça s'était bien passé. Les dirigeants d'Istres m'ont dit bah, on remet ça l'année prochaine avec 2 semaines. Voilà. Ta famille nucléaire, donc la femme, les enfants, t'as été marié, Ouais. ensuite divorcé. Non, Non, t'as jamais pas divorcé. divorcé. Non. Et t'as 2 enfants, Alors, même un peu plus. au moins. Oui. Non, j'ai Et 3 enfants en fait. Deux avec ma femme mâle mhm, et un de d'accord. notre lit, comme on dit, entre guillemets. Ça, tu les as toujours, bien sûr, protégés. Oui, Je veux dire, c'est quelque chose avec enfin, toi quoi. protégé. Autant qu'un entraîneur national peut s'occuper de ses enfants, quoi. Parce que ça aussi, C'est là où je voulais en venir. c'est C'est une des que caractéristiques. le métier d'entraîneur déjà, et d'entraîneur national avec des Exactement. responsabilités comme ça, c'est Et chaud d'une pour manière beaucoup l'éducation. plus générale, quand ton métier, ton sacerdoce, c'est de s'occuper des enfants des autres, en général, tu T'as t'occupes des... pas très bien des tiens. Ouais, Moi, je ouais. me souviens, ça c'est une anecdote que personne ne connaît, mais un couple de profs de gym au lycée où il y avait il y a eu après la section sport-études, qui était un couple que tout Marseille donnait un exemple. Les meilleurs pédagogues de Marseille, c'était les Blaché, monsieur et madame Blaché. Eh bien, monsieur et madame Blaché, ils avaient un fils qui, un jour, a rencontré l'assistante sociale de son établissement et il lui a dit que ses parents lui faisaient vivre l'enfer. Donc les parents ont été convoqués par l'action sociale, savoir pourquoi ils torturaient leur enfant, alors qu'ils étaient considérés comme les plus grands pédagogues de Marseille. Ouais. Mais Comme c'est vrai quoi. que c'est vrai que c'est pas facile là-dedans. Beaucoup maintenant font de sorte que leurs enfants fassent du handball. Oui. Comme ça, ils les gardent avec eux Voilà, ça au aide. gymnase et Voilà. compagnie. Toi, il n'y a pas eu Ben, de ma fille a handball. été un petit peu internationale espoir, mais Mm. bon, je dirais, j'espère qu'elle ne voudra pas si elle m'entend dire ça plus par piston qu'autre chose. Je crois que mes collègues internationaux qui s'occupaient des filles, euh, Jean-Jacques Curelli et Paul Landuré à Ouais. l'époque, ils voulaient me faire plaisir, donc comme ma fille avait fait la sporette à Marseille, bon, ils l'ont prise et tout ça. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Elle a fait l'INSEP, puisqu'il y avait une section de haut niveau à l'INSEP, ce qui a permis de connaître Paris, de faire des bringues pas possibles, de passer son bac, parce qu'à l'époque, les athlètes de haut niveau, c'était mieux de passer dans les sessions spéciales d'athlètes de haut niveau. Et après, elle a arrêté et est passée complètement à autre chose. D'accord. Mon fils, il adore le sport, mais il n'a jamais fait du sport d'une manière un peu déterminée, quoi. Ouais. Alors les hicks dans ta vie, parce qu'il y a eu des hicks, alors c'est plutôt des hitch, hein. Donc il y avait Isakovic, Ah oui. lasagne sandwich. Quelle place ont les étrangers, les Espagnols, les étrangers? Parce que toi et avec toute la bande donc des gens de la fédération, les CTS, qui a eu Ouais. les CTD, les CT tout, comme on appelle, vous avez fabriqué les handballs français, mais il faut quand même le dire, avec l'aide d'un apport étranger énorme. Oui. D'abord les gens de l'ex-Yougoslavie, on est obligé de dire l'ex-Yougoslavie. L'actualité nous fait voir que Ouais. hein, ça peut encore exister. Quel est ton rapport à eux parce qu'au début, c'était un peu des ennemis, et il y avait quand même une certaine méfiance. Oui, méfiance, mais aussi un certain respect pour ce qu'ils ont apporté, parce que moi, je fais partie des... Les handballeurs de ma génération, qu'on le veuille ou non, on était très complexés vis-à-vis des plus grandes nations du monde, parce qu'on n'avait aucun résultat international. Moi, je dois avoir une dizaine de sélections en équipe de France. J'ai jamais gagné un match important, quoi. Et les Ferrignac, les Silvestro, les Echeverry, les stars de l'époque, c'était pareil, quoi. Donc, on nourrissait un complexe. Donc, à partir des années, fin des années 60, début des années 70, il y a quelques clubs qui ont fait venir des étrangers. Anko Karabatic a fait partie de cela, hein, Ah oui. voilà. Donc,
ça nous a montré que bon, on n'était pas aussi experts que ce qu'on pensait. Et ces gens-là, ils sont souvent arrivés avec une expertise avérée. Je citais Milizakovic. Pour moi, Milizakovic, c'est un des meilleurs joueurs du monde, toutes générations confondues. Et moi, j'allais voir des matchs à Créteil, à l'époque où il était, pour me régaler, avoir joué Milizakovic. C'était un plaisir presque esthétique, tu vois, de voir ce joueur extraordinaire et tout. Ouais, c'est comme un artiste, hein, comment voir. Oui, bon, après, tu as cité Azan Efendic, qui lui était peut-être pas un joueur aussi brillant, mais qui est un coach opiniâtre, hein, et que j'ai beaucoup fréquenté. Alors, on s'est beaucoup appuyé l'un sur l'autre, il venait voir mes séances, je discutais beaucoup avec lui et tout ça. Donc, moi, je me suis quand même forgé sur un peu le respect de ces gens-là, mais aussi quelque part une ambition un jour d'arriver à leur ressembler, quoi. Ouais. Je ne pensais pas les dépasser, mais leur ressembler. En plus, le caractère français, je trouve, se rapprochait beaucoup des Yougoslaves. Oui. Nous, tous les gens qui nous ont approchés de l'ex-Yougoslavie qui sont arrivés, on avait vraiment l'impression d'être avec des cousins. Voilà, exactement. Juste, ils ne parlaient pas la même langue. Voilà, et ils jouaient mieux au handball que nous, c'est vrai, à ce moment-là. Mais après, tu as dit, on va s'entraîner, on va les battre. Alors, je te demandais tout à l'heure si tu étais bon au jeu. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Au jeu, dans le jeu, tu es bon, mais dans ton magnifique palmarès, les Jeux Olympiques, est-ce que c'est pour faire comme Bengt Johansson que... C'est fou ça quand même. Non, moi, c'est une tâche. C'est une histoire d'amour au début et Non, après. ça a trop bien commencé les Jeux, c'est-à-dire la fois où on n'attendait même pas de nous qu'on fasse dans les 6 premiers, parce que c'était ça, hein, le contrat quand on est arrivé à Barcelone, parce qu'on est arrivé à Barcelone dernier qualifié, hein, des nations européennes, donc ça veut dire beaucoup de choses. Bon, finalement, on repart avec une breloque, et peut-être avoir l'impression que finalement les Jeux, c'est pas si difficile que ça. C'est vrai que comme compétition, stricto sensu, c'est moins difficile qu'un championnat d'Europe aujourd'hui, par exemple. Parce que tu as deux poules de 6. Et dans les 6, tu peux avoir 2, voire 3 Océanie, nations. voilà, des gens plus il y a des faibles. matchs où tu peux souffler un peu, etc. Mais le fait d'avoir réussi à Barcelone de but en blanc, c'est vrai que quand on est arrivé à Atlanta, champion du monde, j'ai écouté un petit peu les joueurs qui disaient, nous, comme tu l'as dit, c'est la médaille d'or ou rien. Ouais. D'ailleurs, ils avaient demandé à la Fédé de leur doubler la prime. Mais rien s'ils étaient second ou troisième. Heureusement que, bon, moi, j'ai réussi à avoir une prime pour les quatrièmes, parce que sinon, on serait revenu bredouille. Et oui, et puis ça s'est confirmé à Sydney. Tu pourras en parler aussi bien que moi. On aurait pu faire mieux, quoi. Parce que mais le problème de Sydney, c'est qu'ils nous avaient ajouté un tour, parce qu'il y avait des quarts de finale. Qui n'existaient pas avant. Et ces quarts de finale, boutés hors des quarts de finale par la Yougoslavie. Par la Yougoslavie, ouais. Ça nous a fait faire un classement médiocre, quoi. Voilà. Est-ce que j'imagine que ça te manque pas dans ton palmarès, mais quand même, c'est. C'était mieux s'il y avait une médaille d'or quelque part. Oui. Ou si tu avais inversé, si tu avais commencé par alors on va dire des échecs, tes échecs aux Jeux Olympiques, c'est quand même 4e place aux Jeux Olympiques d'Atlanta, 4e place, il n'y avait pas d'autres sports collectifs français. Non. Donc c'est un échec quand même relatif. 6e place à Sydney. Sydney, oui. Je veux dire, c'est un gros échec, mais c'est vrai que par rapport au potentiel et peut-être à ce qu'on pouvait en espérer, ou toi, ou quoi. Ouais, et puis ce que les Français ont vécu par la suite, quoi. Oui. C'est vrai que la bande à Onesta, bon, ils sont un peu décevants à Athènes parce que c'est peut-être une année déjà où ils étaient les meilleurs et puis ils se font battre en quart par les Russes, par Lavrov. Les vieux Russes. Et par André. 40 ans, Koudinov, Torgovanov, machin, etc. Par contre, après, ils ont bien redressé la barre. Quoi. À partir de 2008. Après, ils ont été plus qu'énormes. Hein. Tout de suite, là, on fait un match et tu dois choisir une équipe. Tu prendrais quoi comme équipe Déjà, le premier joueur que tu prendrais, comme ça. Tu as parlé d'Isakovic, mais. Ouais. Dans les Français. Hein. Où tu veux. Non, parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de sondages sur l'équipe du siècle. L'équipe a fait l'équipe du siècle, etc. Ouais, moi, la question, c'est, là, il va y avoir un match. Je te dis de choisir une équipe, tu choisis les joueurs que tu veux. Quel est le premier joueur que tu prends? Et quelle est, on va dire, en gros, l'équipe que tu prends? Le premier, c'est... Non, mais là, je pense plutôt à des étrangers, parce que moi, encore une fois, je suis un complexé
du handball mondial. Donc, Encore? oui, encore non, aujourd'hui moins, mais c'est vrai que mes références, moi, elles sont dans les années 80-90. Ouais. Donc, peut-être le plus précieux de tous, partout où il est passé, c'est Douchibaïev. Ouais. 3 fois meilleur joueur du monde, mais c'est pas ça. Bon, il gagne la Coupe d'Europe avec le CSKA Moscou, il avait 20 ans. Après, avec la Russie, il fait des trucs pas mal. Et ils nous battent en finale en 93? en 93, oui, pardon. Ouais. Et en nous donnant une véritable leçon et tout ça. Après, il devient espagnol. Il gagne rien avec l'Espagne, mais il est souvent médaillé. Donc ça, c'est. Et puis joueur, chef de meute, tu le vois aujourd'hui comme entraîneur, tu comprends que Ouais. qu'il était en plus joueur sur le terrain, qui payait sa personne, c'était un joueur intéressant. Bon, sinon, on a cité à l'aile gauche Isakovic. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Michael Guigou, indiscutablement. Isakovic, c'était un mec